Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée de Doc Rivers aux Bucks, du transfert de Terry Rozier au Heat, de la place de Kevin Durant dans la conversation du GOAT. Mais avant de parler de tout ça, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Yacine Awadi, entraîneur personnel de joueurs qui a notamment travaillé avec Rudy Gobert. Bonjour coach. Comment ça va ? Ça va très très bien. Je suis ravi de t'avoir. Tu étais déjà passé dans le podcast il y a un temps. Tout à fait, il y a quelques temps. Ça fait bientôt, ça fait quelques années. Ouais, on pourrait Maintenant. dire ça, ouais. Alors, tu as travaillé récemment là, avec le CSP Limoges. Tu as collaboré avec des joueurs comme Rudy Gobert, William Howard, Mam Diaté, Nadir Rifi ou encore Nicolas Lang. Tu es également ambassadeur de la marque Puma depuis août dernier. Tu es le deuxième entraîneur à rejoindre cette marque avec le célèbre New-Yorkais Chris Brickley, que les joueurs de NBA 2K connaissent. Chris Brickley parce qu'il est dans ce jeu vidéo basket. Tu as aussi un camp apparemment, Upsilon, qui est dans sa 3e édition. Tu peux nous en dire un mot là-dessus ? Bah écoute, ouais, bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, j'ai envie de te dire, ouais, c'est cool en tout cas de se retrouver. Comme tu disais tout à l'heure, ça faisait quelques temps. Ouais. Et écoute, l'actualité, c'est plutôt cool en ce moment entre les différentes, en tout cas, activités autour de Puma. Je continue encore à suivre quelques joueurs dans le championnat. Et puis j'essaye, comme tu disais, de développer Upsilon. Donc Upsilon, comme tu disais, c'est la 3e édition qui arrivera cet été. C'est un camp, c'est un camp de basket aujourd'hui qui réunit, on va dire, des joueurs professionnels. On va dire ça. Et si tu veux, ben, j'ai l'impression que d'année en année, on grandit. Et on grandit tellement qu'aujourd'hui, on a des réflexions autour du fait on va dire, de plutôt professionnaliser ça et d'aller beaucoup plus loin qu'un seul été. De dire pourquoi aujourd'hui Upsilon, ce serait pas plus qu'un été et plus qu'un camp. Donc on est en plein dans ces réflexions-là, à savoir d'essayer comment je pourrais dire, d'essayer de créer une structure d'accompagnement des joueurs aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée, c'est de les accompagner l'été, mais on pourrait peut-être éventuellement aussi les suivre toute l'année. Et pourquoi pas ne pas leur proposer différents services tout au long de la saison. Donc aujourd'hui, on est dans cette réflexion parce que tu penses bien, je suis pas tout seul dans ce projet-là. Mais en tout cas, c'est un projet qui m'habite pas mal et qui demande en tout cas beaucoup d'énergie dans le quotidien. Voilà ce qu'on va dire. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. J'espère que ça va bien se passer pour toi. On va commencer, toi et moi, en parlant de Rudy Gobert. Rudy Gobert, je voulais t'en parler parce que tu as travaillé avec lui. Il a été vivement critiqué la saison dernière à son arrivée à Minnesota après un transfert jugé comme un des pires de l'histoire de la NBA. Rien que ça. Rudy Gobert a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Il joue un rôle majeur avec les Wolves. La franchise est actuellement dans le top 3 de la conférence Ouest. C'est la meilleure défense de la ligue. Rudy Gobert, c'est pas du genre à trouver des excuses, on le sait très bien. Il a expliqué un petit peu, malgré tout, que il n'a pas pu faire le camp d'entraînement l'an dernier après avoir participé à l'Eurobasket. Il y avait une combinaison, a-t-il expliqué, de fatigue et de blessure qui a fait un peu dérailler son début de saison NBA et qui a compliqué les choses. La suite, on la connaît. Il y a eu la blessure de Karl Anthony Towns qui a freiné le fait que cette équipe prenne corps avant les playoffs. Il a expliqué récemment dans un podcast avec Austin Rivers avoir travaillé d'arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau, cet été notamment. Coach, je voulais savoir un petit peu quel regard tu portes sur le niveau de jeu affiché par Rudy cette saison et est-ce que cela nous dit sur le joueur qu'il est ? Alors, ça fait, t'as dit pas mal de choses, mais écoute, par rapport à ça, l'analyse que j'ai de Rudy, elle est relativement simple. Déjà, pour commencer, c'est que je trouve que Rudy, cette saison, il fait ce qu'il a toujours réussi à faire. Il fait le pourquoi aujourd'hui le pourquoi il a signé un contrat max quand il était à Utah, le pourquoi il est All-Star, le pourquoi il est Depoy. Pour moi, Rudy, cette année, il a simplement, et ça peut s'expliquer de différentes façons, mais pour moi, il y a 3 raisons en tout cas, auxquelles Rudy cette année fait plutôt une bonne saison. Dans un premier temps, je te dirais d'abord que je pense qu'ils ont trouvé une organisation déjà offensive. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'année dernière, comme tu disais, avec la blessure de Karl Anthony Towns, je pense que ça avait vraiment
Je pense qu'ils avaient des vraies difficultés à trouver une carburation, en tout cas une forme d'alchimie. Et puis, je dirais même, et c'est comme ça que je l'ai observé, je pense notamment au meneur, tu vois, d'Angelo Russell, il me semble, aussi, qui pour moi Ouais, ouais, qui était, était là au début de l'année, ouais. ouais, qui était pour moi encore un joueur, comment je dirais, un joueur qui avait peut-être encore des difficultés un petit peu à amener, on va dire, cette osmose, comme je te dis, cette alchimie en attaque. Et je trouve que parce que justement ils ont trouvé cette alchimie cette saison offensivement, je trouve qu'ils jouent beaucoup mieux en défense. Alors c'est vrai qu'on a tendance à me dire non, mais attends, t'as bien vu défensivement ce qu'ils arrivent à faire. Ils s'organisent beaucoup mieux autour des pick and roll, de certaines situations. Mais je dis globalement, je trouve que ouais, ok, mais parce qu'ils attaquent bien, je trouve qu'ils défendent bien. Ça c'est la première des choses. Et je pense aussi avec ça que tu vois, faire jouer deux grands, eh ben, c'est pas si évident que ça. Ça demande du temps. Ça demande d'avoir les bons joueurs, on va dire, et les bons profils au bon poste. Et je pense que faire jouer finalement Karl Anthony Towns et Gobert, c'était un vrai pari pour moi. C'était clairement un vrai pari. Je te dis ça parce que faire jouer deux grands sans comment je pourrais dire, sans mettre à mal le spacing, c'est pas si évident que ça. Puis on parle pas, je te parle pas de deux joueurs, deux quatre mobiles entre parenthèses, de petite taille. Non, je te parle vraiment de deux géants, hein. De deux géants dans la raquette. Ensuite, je dirais que le deuxième facteur qui a permis en tout cas que Rudy joue mieux et même permettre à l'équipe de jouer mieux, c'est aussi, pour moi, c'est clairement l'expérience d'Anthony Edwards avec le Team USA. D'ailleurs, il en parle même relativement souvent. Il dit qu'il comprend un peu mieux le jeu, qu'il comprend en tout cas le flow, comme il dit souvent, qu'il comprend que des fois, il n'y a pas besoin forcément d'aller au cercle, il n'y a pas besoin de forcer les actions, il y a besoin des fois de fixer, il y a besoin de passer la balle. Ça, je pense que c'est un facteur qui est très important aujourd'hui dans ce qui est en train de se passer à Minnesota, parce que je trouve que par rapport aux années précédentes, je trouve il est incroyable. Honnêtement, il est incroyable, hein. On peut dire que même sur le début, il avait quasiment un niveau de MVP pour moi. Et je te dirais avec ça, et je pense que ça va paraître un peu évident pour la plupart des gens, je pense que l'arrivée de Conley, je pense que ça a totalement changé l'équipe. Parce que Bien Conley, sûr. il apporte, au-delà du fait d'apporter de la sérénité, au-delà du fait qu'on sait tous qu'il apporte du leadership parce qu'il est connu pour ça, mais je pense qu'il arrive, il est capable de clairement jouer juste, il est capable d'amener son ballon. En tout cas, il est pas, comment je pourrais dire, il est pas capricieux dans le jeu, il n'est pas dans une logique de scoring parce qu'il y a déjà, à mon avis, il y a déjà ce qu'il faut dans cette équipe, en tout cas pour amener en tout cas pour amener des points et je trouve surtout avec ça que le coach ouais que je trouve que le coach il a trouvé la bonne manière de jouer un Karl Anthony Towns qui joue un peu plus au large tu vois quand on l'amène dans des situations quand on l'amène sur les situations de pick and roll on est quasiment toujours sur du short roll sur du pop et il est bon il faut dire ce qu'il est il sait les exploiter et, et surtout, et par-dessus tout, Rudy, et c'est là ce que je te disais tout à l'heure, ce que Rudy sait bien faire, et c'est ce que j'aimerais que les gens comprennent aussi, c'est que Rudy, c'est un joueur d'espace. Clairement, c'est un joueur d'espace. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une capacité à libérer les espaces sur les 1 contre 1, donc on le voit très bien. On le voit avec, tout à l'heure on parlait d'Anthony Edwards, mais il a cette capacité à libérer l'espace et à se présenter, je te dirais même quasiment à punir ses joueurs dès qu'ils sont dans les aides, dès qu'ils sont quand je te dis dès qu'ils aident de la mauvaise manière, entre parenthèses, je pense que Rudy, derrière, c'est une punition immédiate. C'est-à-dire que tu vois très bien, il est très bon dès qu'il cut baseline, il est très bon dans les espaces, comme je te disais. Pour moi, c'est un excellent finisseur. Et la preuve en est, c'est que tu vois, moi, quelque chose que je regarde beaucoup dans le quotidien, le point par possession. Aujourd'hui, dans l'équipe, le plus efficace de cette équipe-là, aujourd'hui, c'est Rudy. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te Ouais. dire, c'était déjà le cas quand il était à Utah. Donc aujourd'hui, Rudy, pour moi, c'est un excellent finisseur. Donc là, ça explique aussi le fait que aujourd'hui, il fait une bonne saison parce que je pense qu'il y a tous les ingrédients autour de lui pour justement réussir à prendre ses espaces et finir. De l'autre côté, il faut pas oublier que Rudy, Il y a Mike vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais il y a Mike Conley qui disait récemment que pour lui, Rudy Gobert était carrément un des tout meilleurs joueurs, top 5 de la ligue selon lui, justement pour tous les points que tu viens de dire. Il dit peut-être qu'il marque pas 30 points, mais il a de la dissuasion en défense, ses écrans sont ultra efficaces.
Il a une verticalité au panier qui crée une force gravitationnelle, dit-il, qui attire les défenses et impacte tout l'entourage, ce qui en fait libère le jeu pour tout le monde autour de lui. Et, euh, et selon Mike Conley, il dit rien que sa présence, ça crée du jeu offensif qui est sous-estimé par la plupart des observateurs aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on est souvent et c'est un peu l'idée, c'est qu'on est systématiquement en train de parler, quand on parle de talent en attaque, on parle systématiquement de un contre un. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, non, Rudy, clairement, quand on l'amène dans les oppositions, c'est un joueur qui a pas autant d'impact. C'est une réalité. Mais par contre, quand vous amenez Rudy sur des situations de pique où il doit rôler, quand on fait cette taille, quand on est mobile, je veux dire, défensivement, c'est extrêmement compliqué de défendre contre Rudy. Parce que, voilà, je ne vais pas faire un détail de toutes les défenses de pick and roll aujourd'hui, mais je veux simplement dire en tout cas que c'est un danger. C'est un danger et ça oblige les défenses en tout cas à s'organiser. Mais de l'autre côté, quand on a des joueurs, on a des forts joueurs de 1 contre 1, c'est aussi important d'avoir des joueurs qui sont capables de libérer les espaces. Tu vois, et ça, Rudy, là où Rudy est excellent, c'est comme je dis souvent, c'est sur la lecture des mouvements, en tout cas en attaque, mais pas que des mouvements en attaque. Il est également excellent dans les lectures de trajectoire. C'est pas pour rien que c'est un joueur qui tourne, je sais pas ses stats exactement sous les yeux, mais c'est un joueur qui prend énormément de rebonds offensifs. Et à défaut de les prendre, c'est aussi un joueur qui tips beaucoup la balle et on le voit dans les matchs. On voit, il y a toujours une main qui traîne, il y a toujours une balle, il y a toujours une claquette, il y a toujours quelque chose. Il est toujours là, en tout cas. Il est toujours là et toujours présent pour donner Mmh. des deuxièmes chances à son équipe. Et comme je te disais, c'est à partir du moment que tu es entouré à partir du moment pour moi que tu as autant de talent autour de toi, eh ben, je suis désolé, mais dans une équipe, il faut aussi avoir des joueurs qui ne soient pas capricieux avec la balle. Et Rudy fait partie de ces joueurs-là. Et là-dessus, pour moi, on va dire ça comme ça, mais Rudy, pour moi, là-dessus, c'est du 5 étoiles. C'est du 5 étoiles. Quand on regarde, quand on regarde ses qualités, Ouais. c'est indéniable. Comment tu expliques j'aimerais vraiment avoir ton opinion sur l'image de Rudy Gobert auprès des fans, et notamment des fans français, où on devrait tous être là à encourager ce joueur qui est le pivot de notre équipe nationale. Et quelque part, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de lui tomber dessus en permanence, de critiquer son jeu. Comment tu expliques ça, toi? C'est une incompréhension de sa valeur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, selon toi? Ouais, je pense qu'il y a plein. Je Aux pense. États-Unis aussi, d'ailleurs, ils sont beaucoup à le critiquer. Mais après, alors, je vais peut-être commencer par ce que tu viens de dire. Je dirais aussi en même temps que tu vois, quand on parle des deep boys d'une manière générale, hein, ça ne touche pas que Rudy, hein, parce qu'on est quand même dans une ligue, on est quand même actuellement dans une ligue où on parle, une ligue d'attaquants, une ligue où on parle beaucoup de points, une ligue où on voit des fois des scores à 140, 130 points. J'ai, j'ai envie de te dire, les deep boys, ils attirent pas vraiment les spotlights, hein, dans cette ligue. Ça, c'est la première des choses. J'ai envie de te dire, si, 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 on en parle le jour des awards, mais je dirais en plus avec ça, la défense, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Il faut dire ce qu'il est. C'est quelque chose de totalement subjectif pour le grand public. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, je sais pas, monsieur tout le monde, Hmm. tu lui dis, tiens, Rudy Gobert, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, voire le meilleur défenseur de la NBA, et c'est arrivé à 3 reprises, il va te dire, ok, parce qu'il est grand, ok, parce qu'il contre, ok, parce que, voilà, tu vas entendre un certain nombre de choses. Tu vas voir même des joueurs qui vont s'exprimer sur le fait de dire, bah, Rudy Gobert, c'est pas le meilleur défenseur sur les 1 contre 1. Par exemple, c'est quelque chose que tu as déjà, je pense qu'on a déjà vu, qu'on a déjà lu dans la presse. Mais en fait, voilà, c'est toujours la même chose. On revient toujours sur le même débat, c'est que la défense, c'est quelque chose de totalement subjectif. Est-ce qu'un bon défenseur est quelqu'un qui prend 15 rebonds par match? Est-ce qu'aujourd'hui, un bon défenseur, c'est quelqu'un qui met 5-6 contre? Ou est-ce qu'un bon défenseur, c'est quelqu'un qui impacte profondément la défense de son équipe? Et notamment quand tu parlais de dissuasion, on peut dire que c'est moins qu'on puisse dire avec Rudy, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis déjà, dans un premier temps, pour le grand public, ouais, quand on parle de défense, c'est totalement subjectif parce que tout le monde y va un petit peu de sa vision. Ensuite, la deuxième chose pour moi, c'est que, c'est que je pense qu'on devrait, je pense qu'on parle pas assez. Alors, il y a beaucoup de podcasts qui existent, le tien et d'autres, bien évidemment, mais je pense qu'on parle pas assez on parle pas assez aux fans, on parle pas assez au public du jeu
proprement. C'est-à-dire du jeu, de la manière dont il est constitué, de la manière dont tu vois, donc il est construit. C'est-à-dire, je te parle des aspects tactiques, des aspects techniques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, voilà, quand on va parler de Rudy, on va parler quoi? On va parler en surface. Tu vois ce que je veux dire? On voit pas tout ce qu'il fait derrière. Hmm, Comme je te l'ai dit bien tout à sûr. l'heure, on voit pas que c'est un des meilleurs finisseurs de la NBA. Et tu auras beau l'expliquer, et tu auras beau l'expliquer, et tu as beau l'expliquer par des datas, mais c'est des choses dont on ne parle pas aujourd'hui. On va plutôt parler de son actualité extraterrain. Alors ça, on adore en parler, mais j'ai envie de te dire, de l'actualité extraterrain, on en voit de partout. Il y en a tous les jours. Tu vois, c'est pas juste Rudy Gobert. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les équipes et pour beaucoup de joueurs. Mais on va pas parler foncièrement de ce qu'il apporte réellement à une équipe. Et c'est un petit peu ça je te dirais en France ou je te dirais globalement, c'est qu'on oublie de parler de ça. On oublie de parler à un moment donné de ce qu'apporte réellement Rudy. Et je pense qu'on manque d'éduquer un peu plus encore ouais, je dirais notre public, nos fans, tu vois, finalement. Je pense qu'on les éduque pas assez encore là-dessus, sur ces aspects-là. On est vraiment dans des fois, j'ai cette sensation, en tout cas, j'ai l'impression que des fois, on consomme le basket uniquement via des highlights. Tu vois, c'est light, ça porte son nom, c'est léger, on va pas en profondeur dans les sujets. Et je pense que si on y allait un peu plus, je pense qu'on comprendrait un peu mieux aujourd'hui ce que Rudy arrive à faire dans une équipe. C'est ce que je pense en tout cas. Ouais. On est de plus en plus dans cette culture du highlight. J'en ai bien peur. Moi, je sais que je fais ce podcast parce que j'ai envie de partager ma passion et j'essaye d'expliquer certaines choses sans rentrer dans les analytics profondes parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui attire tant que ça le monde. Et J'imagine. puis, il faudrait parler de tout ça pendant beaucoup plus longtemps. Maintenant, effectivement, on essaie toujours de mettre l'accent sur, de mettre l'accent sur d'attirer le regard. C'est comme ça que je conçois mon podcast, d'attirer le regard sur des détails. Et après, les gens s'y intéressent ou s'y intéressent pas. Mais on est de plus en plus dans la culture du highlight et les réseaux sociaux n'améliorent pas ça. J'ai pas envie de faire mon gros boomer, mais c'est un peu vrai. Aujourd'hui, c'est voilà des pastilles de 2 minutes, 5 minutes grand max et basta quoi. Et c'est pas évident de proposer des analyses. Mais au-delà du temps, tu vois, au-delà du temps qu'on peut justement, et peut-être, je pense, enfin en tout cas j'espère avoir été le plus clair possible pour tout le monde, mais tu vois, au-delà du temps que tu vas donner, ce qui va vraiment compter le plus, c'est le contenu, c'est ce que tu vas dire. Et au final, à un moment donné, Hmm. le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on interviewe certains joueurs, on leur demande pas réellement, et ça je le dis pas que pour, comment dire ça, pour faire un petit peu avoir l'esprit de contradiction par rapport à ce qui se fait et ce qui se dit aujourd'hui, pas du tout, hein, parce que on a aussi, moi, je suis très heureux, j'ai aussi cette chance d'être pouvoir être interrogé notamment sur des sujets de ce type-là, mais c'est juste de dire, attends, on va aller peut-être un peu plus loin et on va essayer de comprendre aujourd'hui ce que fait, d'essayer vraiment de comprendre les performances de Rudy Gobert aujourd'hui sur un terrain de basket. Et aujourd'hui, je pense je pense qu'en tout cas, on n'en parle pas assez et c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut quand même se poser des questions. Aujourd'hui, on est peut-être la communauté de joueurs français la plus représentée aujourd'hui en NBA, enfin, je veux dire la communauté européenne la plus représentée, pardon, en NBA. Mais par contre, on a aujourd'hui 5 joueurs, je pense, 5 joueurs aujourd'hui qui ont réellement un rôle dans leurs équipes. Et ça, c'est une réalité. Et je veux dire, parmi les 5, il y a Rudy Gobert qui aujourd'hui a quasiment, c'est même pas quasiment, il a un niveau de All-Star actuellement. C'est peut-être pas encore sa meilleure saison, statistiquement parlant, parce que je crois que sa meilleure saison était, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était 20, c'était peut-être sa dernière saison à Utah notamment. Mais par contre, il a clairement sur l'impact aujourd'hui, ouais, il a un niveau d'All-Star parce que, je dis un niveau d'All-Star parce qu'il gagne, déjà pour commencer, parce que son équipe gagne, son équipe, elle enchaîne les victoires. Et aujourd'hui, en plus, c'est plutôt une équipe qui est sympa aujourd'hui à regarder, Minnesota. C'est pas une équipe, enfin, tu vois, Carrément. je vois pas de l'isolation pendant, voilà, pendant 48 minutes. Non, je vois des joueurs enfin, je vois des joueurs capables de scorer, bien évidemment, sur des 1 contre 1, mais je vois aussi des fixations, je vois une balle qui va à droite, qui va à gauche, je vois de la transition, je vois beaucoup de choses dans le jeu de Minnesota et je pense qu'on n'en parle pas assez. Après, c'est vrai que la défense, comme tu disais, la défense, puisque c'est une des meilleures défenses de la ligue, mais encore une fois de plus, avec Rudy, bien évidemment, au milieu de tout ça,
Mais Rudy, il aura toujours cet impact pour moi en défense. Et je pense que d'abord, aujourd'hui, Minnesota en tout cas, défend bien parce qu'elle attaque bien aussi. Ça, pour moi, c'est une certitude. Ouais. C'est pas parce que t'as des très bons défenseurs dans ton équipe que t'es une des meilleures défenses de la NBA. Il y a qu'à voir les Bucks qui viennent de virer leur coach. Et on en parlera tout à l'heure dans une deuxième partie avec Charlie. Mais les Bucks ont viré leur coach alors qu'ils ont Giannis, ils ont Brook Lopez qui était candidat pour le DPOY l'an dernier. Enfin, ils ont voilà. Je voulais avoir ton opinion également, Yacine, sur Victor Wembanyama. Qu'est-ce que tu vois de son début de saison aux Spurs? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et est-ce que tu trouves que les Spurs ont gâché un peu la fête en ne l'entourant pas comme il se fallait de joueurs talentueux, on va dire, pour sa première saison NBA? Est-ce que tu trouves que c'est dommage pour lui? Non, j'irai pas. Non, j'irai pas jusqu'à là. J'irai pas dire jusqu'à. C'est dommage. J'irai plutôt te dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y avait un niveau d'attente qui était tellement élevé en même temps. Ça, c'est quelque chose, je me souviens encore quelques temps après sa draft. Il y avait un niveau d'attente que on avait rarement vu, tu vois, ces dernières années, autour de l'arrivée d'un joueur, parce que faut dire ce qu'il est, hein, Ouais, c'est exceptionnel aujourd'hui, hein, c'est exceptionnel. Bah, pour moi, en tout cas, actuellement, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain. Je pense qu'il est clairement au-dessus des attentes. Pour moi, en tout cas, il est satisfait, en tout cas, totalement mes attentes, et je pense les attentes de tous. Par contre, après, sur le fait, comme tu disais, d'être entouré, je pense que ça prend du temps et il faut que les gens comprennent aussi qu'à un moment donné, une équipe, ça se construit pas du jour au lendemain. Je pense que ça prend du temps. Il y a juste à voir des équipes comme, bah, tu parles de Minnesota tellement. et tu prends des équipes comme Minnesota. Bah voilà, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On fait pas jouer, je sais pas, on fait pas jouer deux All-Stars ensemble en se disant deux grands, allez hop, ça va fonctionner. Non, ça prend du temps. Et ça demande des fois d'amener les bonnes pièces. Des fois, ça amène des fois les équipes font des erreurs, corrigent le tir la saison suivante. Et aujourd'hui, je pense qu'on est typiquement dans ce domaine-là, tu vois, on est totalement là-dedans. Je pense que s'il avait été drafté par Houston, bah, je suis désolé de dire ça, mais parce que beaucoup de gens ont dit non, c'est génial San Antonio, bah, moi ce que je trouve actuellement, ce que fait Houston est plutôt sympa. Et je pense que peut-être que s'il était arrivé dans une équipe comme Houston, Ouais. peut-être qu'il aurait eu peut-être probablement, même j'ai envie de te dire, plus de victoires. Mais bon, voilà, il a été drafté par les Spurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ouais, je pense qu'il y a un process qui va se mettre en place chez les Spurs et je pense qu'ils vont l'entourer. Je pense que ça manque de vétérans. Déjà pour commencer, cette équipe, elle manque de vétérans parce que ça manque de stabilité. Ça manque de joueurs. Je pense que ça manque de joueurs qui ont prouvé aussi des choses sur les saisons précédentes. Il manque quand même beaucoup d'ingrédients, mais par contre, je pense que c'est une belle formation accélérée en tout cas pour Victor. Je pense que c'est une formation accélérée. Il a des responsabilités. Et puis je trouve qu'il s'adapte plutôt bien, hein, parce que quand tu regardes aujourd'hui les chiffres sur le plan individuel, c'est c'est quand même, comme je te le disais encore, c'est plus que satisfaisant. Après, sur l'impact qu'il a sur l'équipe aujourd'hui, c'est difficile de dire quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui l'équipe elle est sur tout ce que tu peux, ouais, c'est quasiment sur tous les secteurs du jeu, c'est une équipe qui est en retard et qui malheureusement est faible à l'heure actuelle. C'est tout. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas encore atteint les 10 victoires, donc je veux dire voilà, c'est les chiffres parlent par eux-mêmes. Maintenant, voilà, ils auront peut-être la possibilité d'intégrer encore du talent pour la saison prochaine sur la prochaine draft, mais sincèrement, enfin, compte tenu de la draft qui va arriver, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut. Je pense que la priorité, comme tu disais tout à l'heure, ça va être d'entourer en tout cas Victor avec des joueurs. Ouais, des joueurs de métier, des vétérans et du talent, mais des joueurs qui ont déjà prouvé en tout cas, pour à un moment donné pouvoir exploiter toutes les qualités de Victor. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ouais. En parlant de la prochaine draft, il y a deux choses dont j'aimerais te parler par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, Coach Popovich, Greg Popovich, le coach des Spurs, a récemment expliqué que plus que jamais auparavant, cette saison justement, il devait apprendre à ses joueurs, qui sont pour la plupart des Jeune. jeunes joueurs, Hmm.
qui ont très peu d'expérience, et donc il devait leur expliquer, enfin, comme jamais dans sa carrière, bientôt, il devait leur expliquer les bases du basket, les fondamentaux du basket, comment se déplacer sur un terrain, comment lire le jeu, comment poser ses appuis, comment lire un écran, et en fait des bases de formation basket qui avant tu avais des joueurs qui faisaient peut-être plus leur cursus universitaire et donc qui arrivaient beaucoup plus formés, entre guillemets, aux exigences du basket. Parce que, pareil, je trouve qu'on oublie souvent que le basket, c'est quelque chose d'exigeant, de très exigeant. Il y a une géométrie du terrain qu'il faut comprendre. Et si tu la comprends pas, tu as beau avoir tout le talent du monde entre les mains, t'en feras jamais rien parce que tu comprends pas ce qui se passe. Et tu comprends pas ce que tu dois faire. Bref. Alors ça, c'est un premier point dont j'aimerais que tu me parles, et notamment de cette différence de formation qu'il peut y avoir aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il se ressent de plus en plus entre les Européens, les jeunes joueurs européens qui arrivent avec des formations. Tu vois, l'autre fois, Franz Wagner était invité du podcast de JJ Redick, et il expliquait comment il s'est tapé des entraînements où, ben, pendant des heures, il bouge, mais il dribble pas la balle, il Mm. bouge sans ballon, il fait des exercices qui sont complètement rébarbatifs, que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout envie de faire, mais il explique qu'aujourd'hui, il récolte les fruits de ce travail de fond sur qu'est-ce que tu dois faire, quel est ton rôle, qu'est-ce qu'on cherche à faire sur un terrain de basket. Et l'autre chose dont j'aimerais te parler ensuite, c'est de la draft qui vient, où on a bientôt 3 joueurs français qui sont dans le top 6 euh, dans les mock drafts, dans la mock draft d'ESPN. On a 3 joueurs dans le top 10. On a Alexandre Sarr et Zachary Rizaché qui sont top 1, top 2, ce qui est complètement fou. Et tu as Tidjane Salone qui va peut-être les rejoindre dans le top 10 de cette draft. Voilà, je voulais que tu t'exprimes un petit peu là-dessus. Euh, Bah écoute, déjà, t'as raison, c'est une réalité, puis j'ai envie de te dire, ouais, c'est une réalité que j'ai eu aussi dans mon quotidien en étant dans une équipe professionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que moi aussi je vois des joueurs aussi qui ont, j'irai pas jusqu'à dire moins de fondamentaux, je pense pas que ce soit toujours le cas, mais en tout cas sur le plan individuel, mais beaucoup moins de fondamentaux peut-être collectifs. C'est peut-être une réalité. Hmm. Et si je veux aborder le sujet d'une manière très très globale, je te dirais qu'aujourd'hui il y a une dimension entertainment qui a pris une dimension, tu vois, je sais pas comment expliquer, aujourd'hui on parle de talent certes, mais aujourd'hui on parle tellement de talent individuel, on met en avant le talent individuel. Aujourd'hui, Oui, il y a jamais eu autant de comptes, j'allais te dire, de comptes de réseaux sociaux, comptes Instagram, TikTok, qui parlent aujourd'hui des performances individuelles des joueurs, mais pas que des pros, qui parlent également des performances individuelles des joueurs, de jeunes joueurs. Des fois, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas encore, qui sont au lycée, ou de joueurs qui sont peut-être en U18, de joueurs qui sont en U15 aujourd'hui sur nos feeds Instagram et sur lequel on va les, tu vois, caméra emportée. Quand je te dis emportée, c'est-à-dire qu'on va les suivre, on va les voir en train de oui, oui, je vois très scorer. bien. Ouais. Tu vois très bien tout ça. Et aujourd'hui, on est clairement dans cette culture-là. Vraiment, on est dans la culture de la performance individuelle. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui existait beaucoup moins avant. Beaucoup moins avant. Et il faut pas croire, parce que quand j'entends, quand on me dit, ouais, c'est peut-être propre aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Et c'est vrai que les académies, les AAU notamment, j'ai envie de te dire, n'ont pas arrangé les choses, parce que on va dire, dans ces équipes-là, on ne parle que de ça. On ne parle bien évidemment que la production. On parle de produire, produire, produire. On parle de faire des statistiques. On parle voilà, de marquer des points pour être remarqué. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il faut pas écarter le fait que c'est des choses qu'on commence à voir aussi en Europe. On commence à voir ça aussi sur les centres de formation. On commence à voir des joueurs Hmm. des joueurs aujourd'hui, j'ai envie de te dire, des joueurs aussi qui sont dans cette mentalité également. Pourquoi? Bah, peut-être parce que demain, ils vont avoir une chance d'être vus sur un compte Instagram qui fait, je sais pas moi, qui fait 10, 20, 30, 40 000, 50 000 followers.
Et ça, c'est un petit peu la réalité, c'est la réalité de maintenant, et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Ça, c'est la première des choses. Tu vois, aujourd'hui, on est vraiment dans cette culture de la performance individuelle. Maintenant, tu me parlais un petit peu de cette formation américaine, Europe. Je vais te dire, elle réside sur une seule chose, pour moi en tout cas, qui est importante de souligner, c'est de dire qu'aujourd'hui, un joueur en tout cas européen, quand on lui reconnaît une potentialité, et tout en sachant que, pour te faire un petit peu le lien, la NBA par exemple est une ligue de potentiel aujourd'hui. Si on parle surtout de ça, aujourd'hui on drafte plus un joueur pour sa production, on drafte un joueur pour sa potentialité. Aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on voit des joueurs être draftés qui ont peut-être fait 5-6 points de moyenne la saison précédente. Donc aujourd'hui, les scouts ont tous en tout cas, ont tous le même discours là-dessus, c'est qu'ils sont là pour drafter de la potentialité. Mais il y a une petite réalité aussi en Europe, c'est qu'aujourd'hui, on passe professionnel plus tôt. Dire qu'aujourd'hui, les joueurs que tu vois aux États-Unis, aujourd'hui, c'est clair, et c'est le fonctionnement et c'est le système qui veut qu'aujourd'hui, ces joueurs-là ne sont pas professionnels avant d'être draftés. Et aujourd'hui, nos joueurs, quand ils sont draftés, en tout cas, ils ont la chance de connaître l'exigence, on va dire ça comme ça, en tout cas, l'exigence et le fonctionnement d'une équipe professionnelle, avec tout ce que ça englobe. Je t'explique pourquoi. Parce que nous, aujourd'hui, sur des équipes professionnelles, il y a un enjeu sportif. Quand tu es à la fac, quand tu es en high school, il n'y a pas ces enjeux-là. Ils n'existent pas. Parce que nos enjeux sportifs, ils sont aussi économiques. Aujourd'hui, une équipe, par exemple, si on parle d'une équipe, alors je ne sais pas si je suis clair, mais aujourd'hui, quand on parle d'une équipe de Betclic, ne serait-ce que pour citer par exemple la JL Bourg avec Zachary Rizaché, ils ont un enjeu sportif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une Coupe d'Europe, ils doivent être dans le top 8 pour continuer à avoir cette Coupe d'Europe. Et cette Coupe d'Europe, derrière, elle a un impact économique sur le club. C'est une réalité. Et donc, quand Zachary joue dans cette équipe-là, il joue avec ces exigences-là aussi. C'est une réalité, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, on n'attend pas seulement, on lui reconnaît cette potentialité, mais on attend aussi de la production. Tu vois ce que je veux dire? Aux États-Unis, on est beaucoup moins dans Bien cette sûr. approche. On est beaucoup moins dans cette approche. Je vais te faire un petit parallèle sympa. C'est que quand tu accueilles des joueurs de G-League qui arrivent en Europe, très souvent, il y a une transition parce qu'ils comprennent pas toujours, au-delà du jeu, hein, au-delà du jeu qui est développé, ils comprennent pas toujours la pression. Ils comprennent pas la pression. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la G-League, c'est du showcase. C'est du showcase. La G-League, c'est du showcase. C'est du développement, certes, Je peux me comme permettre de, je peux me vas-y, permettre de dire un truc sur la G-League. vas-y, je t'en prie. Si tu regardes Scoot Anderson, qui était dans la G-League Ignite, dans Oui, l'équipe de la G-League Ignite l'an dernier, et donc il y avait eu ce fameux match face aux Metropolitans, qui était le showdown incroyable à Las Vegas, où donc tu avais Victor Wembanyama face à Scoot Anderson. Euh, Quand tu vois Scoot Anderson qui sort de ce programme, qui arrive donc dans la ligue en troisième choix de la draft aux Blazers, et quand tu vois la saison, j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à rectifier le tir et qu'il va réussir à atteindre son potentiel. Mais si tu vois les stats aujourd'hui de Scoot Anderson, oui, tout à c'est fait. une déception absolument totale. Et je trouve en tout cas que au premier abord, tout du moins, il faudra laisser le temps peut-être au projet de voir ce que ça donne dans la durée. Mais ce projet de dire je squeeze l'université, je squeeze une ligue professionnelle étrangère et je vais par la G League Ignite pour essayer de me former et entrer en NBA avant l'heure, ce projet a pris un coup dans l'aile, mais monstrueux. Ouais, c'est parce que, comme je t'ai dit, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que l'Australie arrive à faire une place, parce que l'Australie arrive à offrir non seulement la culture, Oui, Alexandre Sarr est là-bas. et oui, tout à fait, parce qu'il offre, en tout cas, ce championnat-là du programme Nexstar, si tu regardes en tout cas les grandes lignes, euh, ouais, si tu regardes les grandes lignes, elle offre en tout cas, cette ligue offre la culture anglo-saxonne, donc tu as un joueur qui est en tout cas sur une période d'adaptation, et puis au-delà de ça, eh ben, il apporte aussi toutes les exigences du monde professionnel. Et c'est une réalité, parce qu'il y a un championnat, il y a un enjeu sportif derrière, il y a des choses. C'est pas que du showcase. Il y a des joueurs professionnels. Ne pas oublier, par exemple, que nos joueurs français, dans le quotidien actuellement, les trois dont tu parlais, ils jouent contre des joueurs professionnels. Ils jouent pas que contre des enfants qui ont le même Tout âge à fait. qu'eux. Non, ils jouent contre des adultes aussi.
il joue contre des joueurs qui ont joué 10 ans dans la ligue. Et donc ça, à un moment donné, pour moi, ça a une valeur. Ça a une valeur. Et ça, aujourd'hui, euh, quand on me parle souvent du système un peu américain et système européen, il faut pas non plus, ce que je dis, il faut pas non plus idéaliser ce qu'on fait en Europe, pas du tout. Mais de dire en tout cas que ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on arrive à faire, et je trouve que c'est plutôt intéressant sur le fait de dire que nos joueurs actuellement qui sont draftés aujourd'hui en NBA ont une expérience en tout cas dans le monde professionnel. Et du fait qu'ils ont cette expérience-là, ben, quand ils arrivent en tout cas en NBA, ils sont, je te dis pas totalement connectés, c'est pas le cas, mais je dis en tout cas qu'ils ont une expérience avant d'y arriver, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des joueurs qui viennent, en tout cas comme disais, tu faisais le comparatif tout à l'heure avec les joueurs qui sont aux Spurs, et sur lequel Popovic disait bah, il faut tout leur apprendre. Bah, moi, je pense que les Européens, en tout cas là-dessus, ont un temps d'avance. Et c'est une réalité. Maintenant, c'est pas pour autant, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas forcément de vérité, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont draftés, mais qui ne jouent pas. Et ça, c'est une réalité aussi. On a des joueurs aussi qui ont d'énormes difficultés Oui, à renouveler le contrat. Quand je dis renouveler le contrat, aller au-delà de ces 4 ans. On a aujourd'hui aussi des. C'est une réalité aussi, hein. Il faut pas se cacher non plus derrière ça et se dire attention, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. On voit quand même qu'on a des joueurs certes, qui ont des qualités, mais on a aussi des joueurs qui ont des difficultés en tout cas, à performer. On va dire ça comme ça. merci en tout cas Yacine d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette première partie du podcast. C'était cool de te revoir et j'espère qu'on aura l'occasion de reprofiter de tes lumières avec moins de temps entre la prochaine intervention. Chers auditeurs, vous restez avec nous. C'est Charles qui me rejoint pour une deuxième partie. À tout de suite. La deuxième partie du podcast NBA Corner avec, comme promis, Charlie qui me rejoint. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, tu as manqué une grande conversation avec Yacine, le coach Yacine Aoudi, pour parler de... On a parlé de Rudy Gobert, on a parlé de plein de choses, avec un petit souci technique, donc j'espère pouvoir rattraper le coup. On Ouais, bah verra écoute, ça. j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, très très intéressant. Toujours intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel. Exactement. Voilà. Toi et moi, on a énormément de choses à parler, d'actualité. On va pas parler de Joel Embiid de ses 70 points, très impressionnant. Continue sur sa lancée. On en a déjà parlé, toi et moi, de Joel Embiid il y a pas longtemps. En tout cas, moi j'en ai parlé, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est toi qui étais là à ce moment-là. Oui, on avait échangé un petit peu sur les candidats au titre de MVP en Oui, voilà. s'accordant sur le fait qu'Embiid était largement en tête. Voilà. Il continue cette saison absolument magistrale. Bien que j'ai envie de dire, de souligner, alors je suis pas un hater, faut pas croire ça, c'est pas parce que je suis fan de Nikola Jokic que je suis contre Joel Embiid, mais je sais pas, pour qui suit la NBA depuis quelques années quand même, on sait tous qu'en playoff, il y a moins de lancers francs, il y a les shoots à mi-distance, bah, la défense, elle s'adapte et elle prive souvent Joel Embiid de ce genre de choses. Quand je le vois tomber sur le moindre contact, s'écrouler au sol, moi, ça me fait quand même un peu peur parce que Joel Embiid, un de ses plus gros problèmes, a toujours été les problèmes de blessure. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va bien se passer. Ça peut être la saison magique pour lui, comme ça peut être une nouvelle désillusion. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite, c'est de réussir. Voilà. Et Carl Anthony Towns et 62 points, ça m'a fasciné, quoi. Un mec qui marque 62 points et qui se fait bencher par son coach à la fin de la rencontre, je trouve ça incroyable. Ouais, le signal envoyé est pas incroyable. Carl Anthony Towns nous avait du Carl Anthony Towns. C'est-à-dire que ce joueur est épatant, incroyable, un talent pur. Tu regardes la première mi-temps, tu te dis, mais c'est le meilleur joueur qui a foulé cette terre bientôt. Presque. Et après, voilà, il a le forcing, les pertes de balles. Enfin, encore les pertes de balles, c'est arrivé avant ce quatrième quart-temps, qui était vraiment horrible, où même tous les joueurs essayaient de lui filer la balle. Enfin bref, c'était moche. Et la sortie de Chris Finch, le coach, à la fin de la rencontre, j'étais mais halluciné. C'était gênant, mais tellement gênant. Mon Dieu. Ouais, moi je comprends un peu sa déclaration. Après, bah c'est un des côtés, c'est un des mauvais côtés de la NBA, on va dire. Cette espèce de course à la performance individuelle, c'est pas ce qu'on préfère dans le basket, quoi.
C'est exactement le propos qu'on a tenu avec Yacine. Je voulais parler vite fait, on avait dit qu'on en parlerait parce que c'est l'actualité. On va passer rapidement là-dessus parce que très franchement, le NBA All-Star Game, c'est pas ma tasse de thé, vous le savez maintenant, mais il y a eu les titulaires qui ont été annoncés. Voilà, LeBron rentre dans l'histoire avec 20 sélections au All-Star Game, il dépasse les 19 sélections de Kareem Abdul-Jabbar. Voilà, l'Ouest, ça sera LeBron James, Nikola Jokic, Kevin Durant, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Extrêmement bon 5. J'adore ce 5 majeur. À l'Est, ça Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Joel Embiid, Tyrese Haliburton et Damian Lillard. Voilà, un mot sur cette sélection All-Star, sur les titulaires, Charlie? Moi, non, content d'avoir Ali Burton titulaire à domicile, content d'avoir Shai qui est titulaire également. Pour moi, il n'y a pas de grande surprise. Je sais que certains s'étonnent de l'absence de Curry. Enfin, pas s'étonnent, mais la note, parce qu'effectivement, c'est une rareté. D'autres estiment que Lillard mérite pas forcément d'être titulaire. Bon, c'est des débats, c'est des débats de période creuse en NBA, dirons-nous, quoi. C'est pas ce qui est le plus intéressant, je trouve, j'attends de voir. J'espère une belle perf d'Haliburton, quoi. Ouais. Euh, Pas mal de fans français se sont un peu enfin, ont été attristés de voir que en France, on n'a pas forcément voté pour les joueurs français, très peu pour Wembanyama, quasiment pas pour Rudy Gobert. Voilà. Est-ce que tu comprends, toi, cette indignation ou pas d'une partie des fans? En fait, en France, on a voté pour le top 5, le top 5 des votes des fans. C'est Giannis Antetokounmpo en 1, Joel Embiid, Jason Tatum, Victor Wembanyama et Luka Doncic. Écoute, non, ça me choque pas, ça m'étonne pas. Moi, j'ai voté également, et c'est vrai que j'ai a priori pas voté avec une préférence pour les joueurs français. J'ai plutôt voté sur ce que j'estimais être mérité. Donc non, ça me choque pas. Je comprends que certains puissent être déçus, mais bon, enfin, encore une fois, c'est le All-Star Game, quoi. Il faut pas non plus y accorder une importance trop importante. Ouais, ouais. Et c'est les joueurs qui s'en émeuvent parce que bah, ils ont des contrats et souvent des contrats. Je crois que c'est Kevin Durant, par exemple, qui a un bonus de 1,2 ou 1,3 million de dollars pour sa sélection All-Star Game, donc c'est pas rien. Mais ouais, j'espère que Rudy Gobert va être All-Star Game. Pour moi, il est clairement All-Star cette saison. Oui. Il est favori, voire archi favori pour le titre de défenseur de l'année. Voilà. S'il n'est pas sélectionné dans l'All-Star Game, pour moi, ça sera un scandale. Sinon, bon, moi, ça m'émeut pas trop. Je vous avoue que j'ai pas, je sais pas, ça m'a pas surpris au-delà de ça, quoi. Ouais, ouais, non, pareil. Et puis de toute façon, enfin, je sais pas, ouais, Gobert, c'est pas un joueur qui a une cote de Oui, popularité voilà, ouais. absolument immense. Bon, il On le fallait pas sait. non plus s'attendre à ce qu'il se retrouve catapulté dans le 5 ou je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. J'espère qu'il y sera. Il devrait y être. Ce serait logique qu'il y soit. Et comme tu l'as dit, ce serait assez scandaleux qu'il n'y soit pas. Mais on va attendre d'avoir les effectifs complets pour en discuter. Yes. Allez, on va parler de nos sujets principaux. On va parler des Bucks. On va parler de Terry Rozier au Heat. Et on va parler de Kevin Durant qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas dans la conversation pour le GOAT, le greatest of all time, le meilleur joueur de tous les temps. Donc on va essayer de répondre à cette question. Voilà, on va commencer par les Bucks. Deuxième de la conférence Est, une des meilleures attaques de la ligue. En difficulté défensivement ces derniers temps, certes, ils ont un duo supposément inarrêtable qui est en voie de construction. Pourquoi virer Adrian Griffin, qui était assistant coach chez les Raptors la saison passée? Donc c'est sa première expérience en tant que head coach, ce qui est pas facile. On a bien vu à Boston avec Joe Mazzulla. C'est pas évident, surtout quand tu arrives dans une équipe qui a des prétentions immédiatement au titre. Enfin voilà, tu joues le titre, c'est la pression, elle est immédiate sur la tête du coach. On en avait parlé toi et moi quand il avait été nommé. Voilà, manifestement, c'est pas un problème de résultat parce il a plutôt des bons résultats malgré tout. Euh, c'est manifestement un problème relationnel qui a la source de son départ, j'ai l'impression. Il y a plein de choses qu'on a vues, on en a parlé, toi et moi, notamment le départ de Terry Stotts avant même que la saison ne commence. Ça avait été un premier indice comme quoi l'ambiance n'était peut-être pas forcément au beau fixe dans le vestiaire des Bucks. Euh, le système défensif est ce qui a attiré le plus des critiques parce que ils sont très loin des standards de son prédécesseur. Budenholzer a mené cette équipe dans les tops défensifs. Il avait aussi un autre personnel. Il y avait Drew Holiday, il y avait Grayson Allen qui sont plus là aujourd'hui. Euh,
l'accent était mis sur la protection du cercle, avec notamment Brook Lopez en drop quasi permanent. C'était c'était la marque de fabrique des Bucks. Adrian Griffin a essayé un peu de mettre sa marque dans l'histoire. Il a commencé à essayer de demander à ses joueurs, notamment à Giannis Antetokounmpo, Portis, Lopez, de faire des traps, de faire des blitz en défense. Ils ont dit ah ouais mais attends Lopez ça va pas du tout, il fait pas ça, c'est pas dans son, il est pas confortable pour le faire. Il a fait machine arrière là-dessus. Ouais. Voilà, alors que lui son but c'était essayer de générer des pertes de balles, ce qui n'était pas forcément le cas. Les Bucks encaissent des points dans la raquette, ce qui n'était pas dans leur habitude. Clairement, l'absence de Drew Holiday à la pointe de la défense sur le périmètre est un problème. On peut pas dire que Griffin s'est pas adapté, clairement. Ça change d'avoir Malik Beasley et Damian Lillard à la place de Grayson Allen et Drew Holiday, clairement. Il y a plein d'autres problèmes qu'on pourrait souligner en parlant d'Adrian Griffin, on va peut-être en parler. Cependant, Charlie, on va commencer sur Adrian Griffin. Est-ce que tu comprends ce départ d'Adrian Griffin? En tout cas, je suis pas surpris. En tout cas, dès le début de saison, on avait bien compris qu'il était sur un siège qui n'était pas ultra sécurisé et qu'à moins qu'il trouve très rapidement une alchimie dans cette équipe et qu'il produise un jeu très convaincant, le coup près pouvait tomber. Alors oui, effectivement, en termes de bilan, on peut trouver ça un peu injuste. Au moment où c'est annoncé, tu l'as dit, les Bucks sont deuxième avec un bon bilan, mais n'empêche que en fait, on n'a jamais été ni nous, en fait, nous, on n'a jamais été pleinement convaincus par le jeu produit par cette équipe, mais on a Tout à aussi fait. très vite senti que le groupe de joueurs était pas convaincu par le projet du coach. On n'a jamais eu l'impression que dans cette équipe, il y avait des certitudes solides sur lesquelles s'appuyer. Il y a eu des déclarations de Giannis qui sont terribles pour un coach quand il dit on a besoin d'avoir un plan clair défensivement alors que la saison a commencé depuis des semaines. Ah, c'est un peu terrible. Oui, il a eu plein de déclarations qui étaient quand même problématiques, Ouais, Giannis tout à fait. Antetokounmpo, et il a eu des attitudes qui étaient problématiques. Je pense à ce match à Boston, où clairement il décide de revenir dans le match alors que Griffin a demandé à ce qu'il sorte. Et tu vois bien qu'il y avait une confrontation directe entre le coach et le franchise player. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, tu l'as dit déjà, la saison, elle commence avec le départ de Terry Stotts. À l'époque, on s'imaginait qu'il serait rapidement remplacé, que le staff allait continuer à bouger, sauf que bah, finalement, il me semble bien que Terry Stotts n'a pas vraiment été remplacé. Moi, il y a quand même une chose que j'ai envie de dire à propos d'Adrian Griffin, parce qu'il y a quand même, on a beaucoup lu de critiques, etc. Mhm. À la base, quand il signe à Milwaukee, Lillard n'est pas là. Le groupe, il sort d'une élimination qui est difficile, qui est Tout à vraiment fait. très décevante. Il y a des gros doutes sur l'effectif. À l'époque, Giannis fait des déclarations dans la presse qui sentent un peu le coup de pression. Et ensuite, il y a ce trade de Lillard, la naissance donc du duo Lillard-Giannis, et tout change en fait. Les attentes changent, le groupe de joueurs change radicalement. Et en fait, ce que je trouve un peu dur, c'est que pour son premier poste de head coach en NBA, finalement, ce qu'on lui a demandé, c'est de changer radicalement la culture d'une franchise en à peine quelques mois. Parce que tu l'as dit, les Bucks sous Giannis et sous Budenholzer, c'est avant tout de la défense avec un effectif fait pour défendre. Et c'était leur identité, c'est là-dessus qu'ils se sont appuyés pour aller au titre, et du jour au lendemain ou presque, avec le trade de Lillard, on lui a demandé de changer cet aspect-là tout en conservant l'ambition d'aller au titre rapidement. Donc c'est vrai que c'est difficile, et quand je lis et que j'entends que les joueurs de Milwaukee ne comprenaient pas les consignes du coach qui réclamait plus de lisibilité, je comprends tout à fait que ça soit un argument qui est pesé pour les dirigeants de la franchise au moment de choisir d'appuyer sur le bouton rouge, mais est-ce que vraiment le coach est le seul responsable? Est-ce que la construction de cette équipe, de l'effectif au coaching staff était vraiment cohérente? Est-ce qu'au moment où ils choisissent de prendre Griffin, ils sont déjà dans l'idée de métamorphoser l'équipe comme ça, de se mettre sur le dossier Lillard? Je trouve que c'est très difficile d'y voir clair, et je trouve que ça pose vraiment des questions sur la gestion de la franchise. Parce que là, récemment, il y a 2-3 jours à peine, Bleacher Report a publié un article qui explique qu'en fait, c'est Giannis qui est le moteur dans le recrutement d'Adrian Griffin à l'époque, qu'il a notamment préféré sa candidature à d'autres, et notamment à celle de Nick Nurse, qui était également pressenti pour prendre la suite de Budenholzer. Donc, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont choisi Griffin? Qui fait la loi aujourd'hui en fait à Milwaukee? Est-ce que c'est Giannis? Est-ce que c'est la direction sportive? Je trouve que tout ça, ça pose énormément de questions, et je pense que c'est une question qui est importante parce qu'on en a vu plein des exemples de ce genre en NBA. Il suffit de regarder la carrière d'un certain LeBron James pour savoir que bah, c'est pas toujours une bonne idée de laisser les joueurs dicter leurs lois. Donc bon voilà, je suis pas surpris, mais
mais ça me laisse un drôle de goût. J'ai beaucoup de questions sur ce qui se passe. Là, quand on lit l'article de The Athletic qui est sorti il y a quelques jours où ils expliquent notamment pourquoi Griffin a été viré. Bon, en fait, on se rend compte qu'il y a des énormes problèmes dans cette équipe depuis un moment, depuis la défaite face à Indiana lors du In-Season Tournament, notamment. Qu'en fait, Doc Rivers joue le rôle de consultant auprès du coach depuis cette époque-là quasiment. Alors, je comprends l'idée de vouloir épauler un coach rookie, mais enfin pour lui c'est assez terrible. Ça donne vraiment l'impression qu'ils lui ont savonné la planche très très tôt dans la saison. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont pas assumé leur choix de faire confiance à Griffin au début de l'été? Est-ce que dès le trade pour Lillard, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être envisager autre chose? Je sais pas. Voilà, j'arrive pas très bien à comprendre ça. Mais en tout cas, là, ils ont fait un choix qui est radical. De ce que j'ai vu, Adrian Griffin a échoué à plusieurs niveaux. C'était quand même un coordinateur défensif à la base, et défensivement, il n'a pas réussi à trouver les solutions. J'ai l'impression qu'il a contrarié beaucoup de joueurs en changeant les schémas défensifs, en leur demandant de faire des choses avec lesquelles ils n'étaient pas confortables. Par exemple, un autre truc, tout à l'heure, je parlais des points dans la raquette, notamment à cause du fait qu'il demande à ses intérieurs de monter les porteurs de balles et non plus de faire du drop en permanence. Il a demandé également une autre chose, c'est... Attends, c'est où dans mes trucs? Je vais couper ça. Ah oui, voilà. Il a demandé une autre chose, c'est la défense en contre-attaque, qui est un problème. Pourquoi? Parce qu'il exige qu'un des arrières et un des ailiers, aujourd'hui, aille au rebond offensif, ce qui compromet le repli défensif. Et en fait, les Bucks sont une des pires défenses qui soit en contre-attaque. Et tu peux pas gagner à ce niveau-là de la compétition, surtout quand tu ambitionnes de gagner le titre. Tu peux pas gagner avec une défense qui autorise des points dans la raquette et qui se fait massacrer sur les contre-attaques en permanence. J'ai l'impression que Giannis, au fur et à mesure que les mois ont passé depuis le début de la saison, qu'il y a plein de choses qui ne lui ont pas plu. J'ai l'impression qu'avec Chris Middleton, ça ne se passait pas bien, qu'avec Brook Lopez, ça se passait pas bien. Et quand on a vu le premier match après son départ, Adrian Griffin, quand on a vu cette danse là des Oh là joueurs là, ouais. sur le terrain, C'est nul. C'est nul. c'était moche, quoi. Ouais, c'est nul. Ouais, et puis vraiment, en fait, moi c'est ça qui me gêne, c'est que... Enfin, en fait, si effectivement Giannis est moteur dans l'arrivée de Griffin, et que ça n'a pas marché, alors il y a vraiment eu une erreur de casting, et dans ce cas-là, bah, Giannis doit en tirer les leçons, mais en même temps, tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire, si t'es moteur dans la venue de ce mec-là, mais essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Alors, enfin, je dis pas qu'il fallait lui laisser plus de temps, mais peut-être qu'il fallait être plus ouvert sur des modifications sur des modifications tactiques, sur des nouveautés. Est-ce que vraiment les joueurs de Milwaukee, je veux dire, est-ce qu'ils étaient vraiment ouverts à ces changements-là, ou est-ce que bah, ils voulaient juste rester dans le système qui a fonctionné pendant longtemps? Enfin, ouais, moi, je trouve vraiment que ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Bah, une des plus grosses questions que j'ai, moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure en évoquant LeBron James. En fait, la question que je me pose aujourd'hui concernant les Bucks, c'est est-ce que Giannis a trop de pouvoir pour son propre bien? C'est-à-dire que il va contre l'avis du front office de faire venir Nick Nurse. Il pousse pour Adrian Griffin. Il assure à tout le monde qu'il n'a jamais joué de rôle dans son départ, qu'il l'a invité à son mariage, donc forcément ça peut pas venir de lui. Si tu regardes ses déclarations, si tu regardes son comportement vis-à-vis d'Adrian Griffin, si tu regardes les réponses d'Adrian Griffin aux questions des journalistes par rapport à ce que le dit et fait Giannis Antetokounmpo à son encontre, tu vois bien, il y a des rires gênés, il y a des réponses contrariées, je veux dire, ça sentait pas du tout la sérénité, quoi. Non, c'est clair. Non, non, ouais, c'est clair que pour moi, c'est la grande question, en fait. C'est les responsabilités à la fois dans son recrutement et dans l'échec total enfin, pas total, parce que, encore une fois, ils ont un bon bilan, mais dans enfin, dans le fait que ça n'ait pas fonctionné. Et quelles sont vraiment les responsabilités? Parce que là, effectivement, bah, En tout cas, pour tout le monde, le responsable, c'est le coach, et c'est normal, et c'est lui qui en fait les frais. Mais il a perdu son vestiaire, en fait. Peu importe, au final, peu importe les résultats. Je pense que les résultats n'ont aucune importance concernant tout à Milwaukee. fait. De mon point de vue, j'ai l'impression que c'est plus un problème humain et de relationnel. Et, manifestement, il y a plein d'indices qui montrent que, effectivement, avec les vétérans de l'équipe, notamment Brook Lopez, comme je dit tout à l'heure, et Chris Middleton, ça se passait pas bien du tout.
Tout à fait. Donc voilà. Ils ont décidé donc de recruter Doc Rivers pour le remplacer. On sait très bien que tu es un grand fan de Doc Rivers. Est-ce que tu comprends ce choix? Est-ce que tu penses qu'il y avait autre chose à faire que de faire venir Doc Rivers? Écoute, comment dire? Je peux comprendre le choix parce qu'on est en cours de saison, il n'y a pas une infinité de coachs disponibles. Surtout, il n'y a pas de coach avec son CV et une bague de champion NBA qui soit dispo. Bon, il y a Budenholzer, mais on se doute bien qu'un retour de Bud était impossible. Donc non, le choix, il me paraît pas aberrant, surtout si effectivement, ça fait déjà des semaines et des semaines qu'il est dans les coulisses de la franchise en tant que conseiller d'Adrian Griffin. C'est ça, ouais. Là encore, on se doute bien que les joueurs, ou en tout cas les leaders du groupe, ont été sollicités là-dessus, qu'ils ont donné leur avis. Bon, écoute, je sais pas, moi, effectivement, c'est pas un secret, je suis pas un fan de Doc Rivers. Enfin, pour être plus exact, je respecte beaucoup Doc Rivers, je pense que c'est un bon coach, je pense que c'est un mec dans le relationnel, c'est un type extraordinairement intelligent qui, dans sa carrière, a su gérer des épisodes très compliqués. Mais c'est vrai que je trouve que, en tout cas aux États-Unis, je le trouve entre guillemets surcoté, et que ce soit aux Clippers ou à Philadelphie, il a toujours eu des très grandes équipes, supposé être capable d'aller au titre. Il n'a pas goûté au final de conférence depuis 2012, je dirais, 2011 ou 2012, ce qui est une éternité au regard des équipes qu'il a eu entre les mains. Il a une habitude de choke des séries dans lesquelles ses équipes mènent qui est hallucinante. D'ailleurs, il me semble que la stat était sortie il y a quelques mois sur le fait que c'est le coach qui a perdu le plus de séries alors que son équipe avait le lead. Ouais, Bon, il est le coach avec le plus grand nombre de défaites dans les Game 7. Il est à 6 victoires, 10 défaites. ouais, mais ça c'est que les Game 7, mais je crois que même il y avait une stat qui était sortie sur même les séries, tu vois, où son équipe mène 1-0 ou 2-0 ou Ah c'est oui, il a 17 victoires et 33 défaites. C'est 34% de victoires. Et je crois que c'est le pire. Voilà, c'est le plus grand nombre de défaites dans ce cas de figure, donc pour un coach dans l'histoire. voilà, c'est et d'ailleurs il a au point d'hériter de ce surnom que j'aime beaucoup, même s'il est pas très sympathique, qui est Choke Rivers. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas un grand fan, mais en même temps, je comprends, voilà, dans la situation actuelle, c'était difficile de faire un choix, enfin, c'était difficile de trouver, entre guillemets, mieux. Maintenant, ce que je note quand même, c'est que son contrat est aligné en termes de durée sur celui de Giannis, il me semble, c'est jusqu'à 2027. Donc, est-ce qu'ils Ouais. sont dans l'optique de lui laisser du temps? Voilà, je sais pas, ouais, 40 millions de dollars jusqu'en 2027, c'est un vrai Ouais. gage de confiance quand même. Les Bucks vont payer pour les trois années et demie là, qui viennent, ils vont payer les salaires de Doug Rivers, Mike Budenholzer et d'Adrian Griffin. Ouais, Ils vont tout à payer fait. trois coachs. Tout à fait. Et Sachant qu'en plus, on parle de Doc Rivers et que le staff de Doc Rivers, c'est, à mon avis, plus coûteux que le staff d'Adrian Griffin. Quand tu vois déjà ouais, les deux premiers noms là qui viennent tout à de le fait. rejoindre, puisque Dave Yorger, qui était son assistant à Philadelphie, et Rex Calamian, avec qui il a bossé quand il était aux Clippers, l'ont déjà rejoint. Dave Yorger, c'est quand même un type qui a eu plusieurs expériences de head coach en NBA. Je pense qu'il prend un bon salaire d'assistant. Bon, ça va faire une bonne masse salariale, hein. Écoute, on sait à quoi s'attendre avec Doc Rivers. C'est un bon gestionnaire dans le vestiaire. Il sait gérer les stars, il sait gérer les égos, ça on le sait. Voilà, maintenant c'est pas un fin stratège, on le sait aussi. On va pas se mentir, on sait très bien qu'il a des lacunes, notamment quand son équipe perd pied et qu'il se retrouve face à des mecs en face de lui qui sont beaucoup plus forts pour s'adapter Tout à à ce qui est en fait. train de se passer sur le terrain. J'ai re-regardé un petit peu ses éliminations après avoir mené 3 en playoff. T'as quand il coachait Orlando face aux Pistons en 2003, c'était pas scandaleux, Orlando était 8e. C'était incroyable qu'il soit à 3-1 face à Détroit, qui gagnera le titre la saison d'après. Clippers Rockets en 2015, qui aurait pu prédire que Josh Smith et Corey Brewer allaient prendre feu à 3 points. Chris Paul manque les 2 premiers matchs et joue blessé le reste de la série. C'est pas complètement dingue quand tu regardes le contexte de cette défaite. Même si, voilà, ce match avec Josh Smith et Corey Brewer et James Harden sur le banc, c'était n'importe quoi, ce Game 6 à domicile en plus. C'était fou. Et il me semble que c'était à domicile, je sais plus. Je sais plus, mais ouais, Euh, Bref. ça fait beaucoup d'accidents quand même, tu Et vois. tu as les Clippers Nuggets en 2020. Là, pour le coup, là c'était vraiment le plus choquant, je trouve, parce que son équipe n'était pas motivée. Ils mènent 3-1, ils étaient d'une arrogance absolument incroyable sur le terrain.
et ils se font sortir finalement. Après, voilà, moi j'ai plus de problèmes, par exemple, avec la défaite des Sixers face aux Hawks en 2021, par exemple. Ah bah oui. Mais tu regardes un peu la fin de la série, tu te rends compte que Ben Simmons, il explose en plein vol dans cette fin de série. Il veut plus shooter, il prend plus de tirs, il veut plus qu'on fasse de fautes sur lui pour pas se retrouver sur la ligne des lancers francs. Voilà. En 2022, dans le Game 6 face à Boston, ils ont moyen de plier la série à la maison. Tatum est totalement à côté de ses pompes. Voilà, t'as Harden qui a 4 sur 16, Embiid qui a 9 sur 19. Ils sont incapables de conclure l'affaire. Game 7, tu te dis, il va y avoir une réaction d'orgueil. Harden, 3 sur 11. Regardez cette stat, 3 sur 11 d'Harden en playoff, vous allez voir, vous allez rigoler. Le nombre de fois où il a fait ça dans des matchs coup près. 2 lancers francs seulement pour James Harden. Embiid, 5 sur 18, 6 lancers francs seulement dans ce Game 7 face à Boston. Bon. Est-ce que c'est de la faute de Doug Rivers? Je sais pas, mais ça me semble... c'est pas facile, en fait, de dire c'est la faute du coach, tu Bah, vois? c'est-à-dire que en fait, tu peux dire que c'est pas la faute du coach si ça arrive une ou deux fois. C'est arrivé tellement de fois à un moment. Non mais en fait, tu vois, C'est sûr. mais je te dis encore une fois, je dis pas du tout que c'est un mauvais coach, hein. Là, on est en train de parler d'un stade de la compétition où c'est l'élite. Il y a que des mecs forts à ce niveau-là de la compétition. Il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que son incapacité à trouver des ressorts et des leviers quand ces équipes se retrouvent dans des moments difficiles, c'est quand même quelque chose qui est très 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 récurrent avec lui. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et l'année du titre avec Boston en 2008, c'est 7 matchs pour se défaire d'Atlanta, alors que l'Atlanta, ils sont 8e. 7 matchs pour se défaire de... C'était qui la deuxième équipe? C'était Cleveland. Série monumentale, duel monumental entre Paul Pierce et LeBron James. Finale de conférence, c'est 4-2 face aux Pistons. Ouais. Je crois que c'est Chauncey Billups qui se blesse. Et victoire face aux Lakers. Là, c'était un peu plus concret, dirons-nous. Mais ouais, je sais pas quoi penser de ça. Je vois pas trop ce qu'il pouvait faire, étant donné que, comme tu l'as souligné, il était conseiller de, enfin, il était embauché déjà comme conseiller, donc forcément, il y avait une familiarité avec le front office des Bucks Et avec les joueurs. et avec les joueurs. À voir ce qu'il va faire. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment va se dérouler cette saison des Bucks. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je me doutais bien que ça allait être compliqué pour eux de construire euh, cet effectif, ce collectif entre Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard. Vu les joueurs qui partaient, vu les joueurs qui arrivaient, il y avait quand même une refonte non négligeable de cet effectif. La mission était vraiment compliquée pour Adrian Griffin dès le Oh, que départ. oui. Faut pas le sous-vendre, ce truc-là. Non mais encore plus après quand Lillard est arrivé, hein. Vraiment, moi Mais j'insiste complètement, là-dessus. mais Pour moi, complètement. c'est vraiment ça le changement énorme, quoi. Parce que Griffin, il signe en juin, Lillard, il arrive en septembre, il me semble, un truc comme Mais ça. encore une fois, je pense pas que ça soit une, un- un- une erreur d'objectif non réalisé côté, en termes de résultats. C'est pas un problème de résultat, Adrian Griffin, c'est un problème humain, de relations humaines avec ses joueurs, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et de mise en place tactique. Oui, aussi, oui. Sa défense, clairement, a fortement déplu au cadre de l'équipe. Ouais, bien sûr. Et c'est les premières personnes. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Brook Lopez, il l'a remis dans sa zone de confort. Il a accepté de faire des changements. Il a accepté de revoir sa copie. Il a essayé de faire de son mieux mais tu vois bien que dans la relation, et d'où la question concernant Giannis Antetokounmpo, en fait. Le rapport de force est déséquilibré. Il faudra voir avec Doug Rivers comment ça va se passer. Est-ce que Giannis Exactement. Antetokounmpo va le laisser coacher ou pas? Et oui, oui, exactement. Et bah, il a tout intérêt parce que là, vu le contrat qu'ils lui ont donné, bon, tu vois, il faut lui. En fait, t'es obligé de lui faire confiance maintenant. T'es obligé de lui faire confiance. Pour terminer sur les Bucks, est-ce qu'il y a d'autres moves qu'ils doivent faire avant la date limite des transferts ou pas, selon toi? Bah, je trouve que c'est difficile de savoir en fait parce que c'est pour le moment, on sait quand même pas très bien ce que veut faire Doc Rivers. Ouais, il n'a aucun temps pour prendre de décision, Bah là. non, mais c'est clair que oui, s'ils pouvaient améliorer leur banc, par exemple, ça leur ferait vraiment pas de mal, hein. Mhm. Mais bon, écoute, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, moi, c'est les vannes qu'on a pu lire sur Doc Rivers après la nomination. Je ne sais pas si t'as Ah, vu, complètement, tout est tombé. tu sais, sur le fait qu'il était censé commenter les finales NBA sur ABC. Ouais, Il y a ouais. pas mal de mecs qui ont dit, ah bah c'est dommage, il a loupé l'occasion de retourner en finale NBA. Non, non, c'était absolument délicieux. Ça m'a bien fait rigoler.
je t'avoue. Petit clin d'œil aussi, Wes Unseld a été limogé à Washington. On est dans le licenciement des coachs, donc voilà. Il reste dans un rôle au sein du front office, manifestement. C'est son assistant Brian Keefe qui prend la relève. Voilà, les Wizards, je ne vais pas en parler plus, je suis désolé. Voilà, Brian Keefe, très bon gars apparemment. Bonne chance à lui. Et Tout à fait. j'espère qu'il va confirmer les espoirs qu'on met entre ses mains. Voilà, vas-y Brian, fais jouer Ouais, Bilal. c'est ça, c'est tout ce qu'on te Développe-nous demande. C'est Bilal. C'est tout tout ce ce qu'on qu'on te te demande. demande. C'est tout ce qu'on veut. Terry Rozier au Heat en provenance de Charlotte. Euh, Plutôt un très bon recrutement selon moi. Il y a plein de ramifications salariales, notamment en se débarrassant du contrat de Kyle Lowry. Il y a une protection, je crois, sur le pic qui part. Je crois qu'il est protégé 1 à 14 Absolument, ouais, 1,14. sur la première année et totalement non protégé pour la seconde année. Voilà, donc c'est quoi? C'est le pic de 2027 et c'est en 2028 qu'il est non protégé, je Ouais, crois. c'est ça, tout à fait. Voilà, donc j'adore ce recrutement du côté du Heat. Pas beaucoup de temps pour faire marcher pour faire marcher tout ça, mais je trouve que Terry Rozier est un joueur qui colle parfaitement dans ce collectif. Ouais, bah de toute façon, on sait que Miami voulait se renforcer sur la ligne arrière et notamment la main. On va pas refaire l'histoire, hein, mais cet été ils étaient très chauds sur le dossier Lillard. Ensuite, ils se sont mis sur les rangs pour récupérer Jrue Holiday. À chaque fois, ils ont fait chou blanc. On a bien vu qu'avec Kyle Lowry, ça se compliquait. Il était vraiment en difficulté. D'ailleurs, il avait pas trop apprécié la décision de Spoelstra de le faire sortir du banc. Donc oui, Miami avait besoin de trouver des solutions offensives notamment, et là ils sont dans une très mauvaise passe en plus. Ils sont en train de plonger en termes de résultats. Ils sont sur 5 défaites consécutives. Ouais. Terry Rozier, il fait sa meilleure saison en carrière. Bon, est-ce qu'il peut leur permettre de rebondir rapidement? Est-ce que Spoelstra peut le faire progresser aussi, l'aider à trouver une forme de continuité, de stabilité qu'il a un peu eu du mal à avoir dans sa carrière, que ce soit à Boston ou à Charlotte? Alors attention, à Miami, il va certainement pas avoir le même volume de tir qu'à Charlotte, il va pas non plus avoir la même liberté, mais effectivement, voir un mec comme lui dans le système Spoelstra, ça peut vraiment vraiment être intéressant. Bon, on va voir. En tout cas, j'aimerais bien que ça fonctionne. J'aimerais bien que ça fonctionne. J'aimerais bien voir ce que ça donne, qu'il devienne le meneur titulaire d'une équipe ambitieuse. Ce serait intéressant. J'aime bien l'idée. Voilà, j'aime bien l'idée. Il y a du shooting côté Terry Rozier. Faudra voir comment il s'adapte au fait de ne plus avoir le même taux d'usage. Bien sûr. Là, il était à 26,8% de taux d'usage cette saison, 28,4% quand Lamelo Ball n'était pas là. Donc forcément, ça va le changer. C'est plus du tout le même rôle qu'on lui demande de jouer. Non. Donc faut voir un petit peu comment il s'adapte à ça. Oui, et puis Il a, comment il a 32 ans, Terry Rozier, donc j'ai l'impression que c'est un joueur qui est prêt, c'est un vétéran qui est prêt à accepter le rôle qu'on va lui confier, surtout dans une équipe comme Miami. C'est un joueur qui a connu les moments chauds en playoff avec Boston Exactement. notamment. Donc voilà, il coche beaucoup de cases et ça permet potentiellement à Miami d'imaginer l'intersaison prochaine avec un peu plus de sérénité en termes financiers, parce que je crois que son recrutement les fait baisser d'un grade. Ils descendent, ils avaient dépassé le second apron, et donc là ils descendent en dessous. Donc ce qui va leur laisser un peu plus de marge et pour la date limite des transferts là, et à l'intersaison l'été prochain, il me semble. Ouais, ouais, tout à fait. Et ouais, c'est vrai que moi j'ai très hâte de voir s'il va être capable, en fait, comment est-ce qu'il va réussir à se fondre dans cette équipe, dans la culture qu'ils ont, notamment en playoff, où on le sait, Miami a vraiment tendance à se métamorphoser en une équipe extrêmement pénible à jouer, très intense défensivement, beaucoup dans le hustle, avec énormément de caractère. Tu l'as dit, il est capable de répondre dans les moments chauds en playoff. Il l'a fait à Boston, notamment, je crois que c'était en 2018, où il a fait quelques très très bonnes séries. Donc ouais, voilà, ce trade, c'est la conséquence des échecs du Heat cet été, mais ça renforce l'équipe. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'avoue que moi, je les imaginais plutôt aller sur un profil comme Brogdon, mais j'ai hâte de voir ce que Spoelstra va faire avec Rozier et comment ça va évoluer. Ouais, Brogdon, sur le papier, j'aime bien. Il est trop souvent blessé. Pour moi, il est quand même souvent Ouais, blessé. mais Miami, c'est des sorciers à l'infirmerie. Ils l'auraient Ouais, ouais. santé. En tout cas, je trouve que je suis un peu plus confiant sur le fait de voir Miami retrouver cette image d'équipe qui fait peur à tout le monde. Que ni les Sixers, ni les Bucks, ni les Celtics vont avoir envie de jouer cette équipe.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les franchises de l'Est ont, Personne. ont pas attendu la deadline pour être dans la course à l'armement, parce que pour l'instant, c'est eux qui animent le marché. Il y a Siakam à Indiana, Unobi à New York, maintenant Rozier à Miami. J'ai vraiment hâte de voir la suite, parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui veulent se renforcer, à commencer par les Sixers. Donc on sait qu'Atlanta aussi va bouger avec l'issue du dossier des Murray, Brooklyn aussi pourrait éventuellement bouger. Donc je pense on peut avoir 2 dernières semaines, puisque la deadline est le 8 février, assez animée. Ouais, j'ai trouvé une stat assez marrante les dernières décennies là. Il y a que 4 équipes qui ont réussi à remporter le championnat en ayant fait un transfert en cours de saison pour un joueur qui joue au minimum 20 minutes en moyenne par match en playoff. Ce qui sera le cas de tous les joueurs qu'on vient de citer. Voilà. Donc il y a que 4 équipes qui ont fait un transfert comme ça à l'intersaison, qui a porté ses fruits, le joueur a eu un rôle majeur et leur a permis de passer un cap. Il y a PJ Tucker en 2021 avec les Bucks, Marc Gasol avec les Raptors en 2019, Nazir Mohamed avec les Spurs en 2005 et Rachid Wallace avec les Pistons en 2004. Pas mal ça. Ouais, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. On termine ce podcast en parlant de Kevin Durant qui, en marge du match entre les Phoenix Suns et les Indiana Pacers il y a 4 jours, a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas dans le débat du GOAT. Voilà, et donc voilà, il a dit mais est-ce que c'est parce que j'ai joué aux Warriors, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je comprends pas pourquoi je ne suis pas là-dedans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter d'être totalement exclu de cette conversation. Alors, au-delà du fait qu'il ne semble pas comprendre ce qui alimente ce type de débat et les objectifs en carrière à réaliser pour rentrer dans la conversation du GOAT, je trouve que Durant a encore montré un peu un côté condescendant euh, par rapport à tout ça, notamment dans sa manière, dans sa communication sur les réseaux sociaux, où il est allé dire à beaucoup de gens qui se disaient bah non, qui réagissaient à ses propos en fait, en disant bah non, KD, je suis désolé, je pense pas que tu es dans la conversation dans cette conversation-là. Et la première carte qu'il a jouée, Kevin Durant, c'est de dire mec, t'es pas un joueur pro, t'y connais rien, donc ton avis n'a aucune valeur à mes yeux. Non mais c'est dingue. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi ce type continue de rabâcher les mêmes arguments en permanence, parce que, je veux dire, si c'est pas les fans, les commentateurs et les journalistes qui ont ces conversations, qui parlent de ça? Personne. Et Non je veux mais dire, c'est bien là que le débat se situe et c'est là que ça se passe. Et au-delà de ça, concrètement, si tu regardes ce qu'il a fait dans sa carrière, eh ben, tu vois, en fait, ce qui me fait de la peine, je suis, pour ceux qui découvrent ce podcast, je suis un fan de Kevin Durant. du J'ai été, joueur, ah oui. j'ai été son plus grand fan. J'ai jamais souhaité que autre chose que de devoir gagner un titre. Quand il était au Thunder, je vais vous dire, la finale de conférence face aux Warriors est un traumatisme dans ma vie de fan. Je suis traumatisé par cette finale de conférence. Ça m'a arraché le cœur, cette défaite. Quand je vois ce type rejoindre l'équipe qui l'a éliminé, qui venait de faire le record à 73 victoires, il rejoignait Stephen Curry qui était MVP, unanime. Ce jour-là, pour moi, pour moi, c'était évident que dans sa tête, il comprenait qu'il sacrifiait une partie de sa legacy, de son héritage, de son image, de sa place dans l'histoire, qu'il sacrifiait ça pour rejoindre cette équipe-là. Pour moi, c'était évident qu'il comprenait ça. Et à chaque fois que j'entends parler de ça, à chaque fois, je suis sur le cul de réaliser qu'il n'a jamais saisi ce truc-là, en fait. Et je ne comprends pas ça, Charlie. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que ce move le disqualifiait quasiment immédiatement, quoi. En fait, moi, je pense qu'il le comprend, tu vois, parce qu'il le dit lui-même. C'est que c'est à cause de ça, notamment, qu'il est pas dans la discussion, mais il l'accepte pas. En fait, alors déjà, effectivement, on va commencer par les prémices, parce qu'il faut quand même le dire, c'est évident. KD est un des joueurs les plus forts et les plus fascinants que j'ai jamais vu sur un parquet. Il y a des actions, des matchs de lui que j'oublierai jamais. Pour rester sur le très très récent et pour pas reparler de l'époque au KC, puisque C'est tu un l'as des déjà meilleurs fait. joueurs de l'histoire. Mais c'est incroyable. Clairement. Cette série de playoffs en 2021 contre les Bucks, quand il est sous le maillot des Nets, où à lui seul quasiment, il est pas loin de Hallucinant. sortir les futurs champions, c'était incroyable. Mais en fait, être dans le débat du GOAT, ça demande bien plus qu'être un joueur exceptionnel. Et tu l'as dit, de par ses choix de carrière,
Mais aussi par le fait qu'il n'ait pas gagné de titre ailleurs qu'à Golden State, où il était, qu'il le veuille ou non, dans l'ombre de Curry, ça pèse énormément. Je t'avoue, moi, je trouve ça pathétique. En fait, déjà, s'il te plaît, KD, t'as 35 ans, arrête d'aller répondre à n'importe qui sur Twitter pour leur dire « Ah non, mais toi, tu sais pas parce que t'es pas pro. » Il faut grandir un peu, Et surtout que c'est cet argument est insupportable. totalement vérolé. Enfin, je veux Mais dire, totalement. ça n'a ni queue ni tête. Faut arrêter avec ça, quoi. Donc ouais, je trouve que cette espèce de soif de reconnaissance qu'il a est un peu pathétique. En fait, j'ai l'impression que... Enfin, je vais pas faire du psy de comptoir, mais en fait, je comprends pas l'écart qu'il y a entre sa soif absolue de reconnaissance et ses choix de carrière. Il sait très bien Hmm. que la raison principale qu'il élimine de ce débat du GOAT, c'est le fait que depuis son départ d'OKC, il n'a connu que des super teams. Mais, mais ça impacte pas ses choix. Alors ok, Phoenix, il y a été tradé, c'est pas lui qui a choisi cette destination, mais c'est naïf de penser ça. On sait très bien que les Suns faisaient partie de ses destinations privilégiées depuis le début. On sait très bien qu'il a eu un poids dans ce trade. Mais c'est pathétique parce qu'en fait, on dirait qu'il est tiraillé entre ses envies d'être reconnu et ses choix de carrière. Et le pire là-dedans, c'est qu'en plus, ses choix de carrière ne sont même pas payants pour le moment. Depuis son départ de Golden State, il y a eu quasiment que des échecs. Alors Brooklyn a été un échec, on va voir comment ça se passe pour les Suns en playoff cette saison, mais si ça ne va pas au bout, ça sera forcément décevant au regard des attentes. Et en fait, c'est lui qui crée ces attentes, c'est lui qui crée cette situation. En fait, je sais pas quoi dire en fait. Moi, vraiment, KD, c'est un joueur que j'adore. Vraiment, le regarder jouer, c'est fascinant, c'est génial. Techniquement, physiquement, il a absolument tout, ce mec. Et il ne manque que d'une chose, c'est le mental. Je pense qu'il manque de mental parce Mais que bien sûr, mais Charlie, j'ai suivi sa carrière du début jusqu'à aujourd'hui. Je matais absolument tous les matchs du Thunder jusqu'à cette finale de conférence. Et oui, des fois, tu t'arrachais les cheveux parce que, bah voilà, il prenait pas les bonnes décisions, il avait des problèmes de lecture du jeu, enfin, tu voyais bien, lui et Westbrook, voilà, et c'était à la fois des joueurs magnifiques et à la fois des joueurs extrêmement éreintants à regarder jouer. ouais, Parce qu'ils avaient des limitations qui les empêchaient de franchir cette dernière marche qui est éminemment compliquée à prendre. On le dit et on le répète, ce n'est pas critiquer le joueur de dire ça, c'est juste que c'est très compliqué, quoi. Et tu ne peux pas être dans cette conversation du GOAT si tu n'es pas capable de faire ça. Et cette finale de conférence en 2016, c'était leur opportunité à lui et à Westbrook d'inscrire à jamais leur nom dans les tablettes de l'histoire de la NBA. Clairement, c'était sortir cette équipe-là en menant 3-2 avec ce sixième match à domicile. Ben voilà, il a fallu que Klay Thompson vienne leur enchaîner 11 paniers à 3 points dans les dents, record all-time. Mais bon, je... En fait, voilà. Et pareil, il aurait pu partir de n'importe où. Il aurait pu choisir d'aller à Boston, il aurait pu choisir d'aller dans je ne sais quelle équipe, peu importe. Il a choisi d'aller aux Warriors, ouais. qui, qui venaient de l'éliminer. Enfin, je veux dire, en termes de compétitivité, je comprends les gens qui disent il n'y a aucun problème. Oui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il avait le droit de signer où il voulait. En plus, il y avait cette espèce d'anomalie dans le salary cap à l'époque qui a fait que cet été-là, c'était uniquement possible de faire ça. Plus jamais ça a été possible après coup. Et ensuite, le syndicat des joueurs a voté pour toute augmentation du salary cap à ce que ça soit une augmentation diffuse et non pas d'un bloc. Et je pense que cet été-là a énormément joué dans cette décision. Et KD, je pense que en termes de choix de carrière, il aurait dû quasiment rester aux Warriors. Je pense qu'on aurait tous une bien meilleure opinion de lui aujourd'hui s'il était resté aux Warriors et qu'il avait assumé jusqu'au bout ce choix-là, quelque part. Ouais, c'est possible. Non, mais la Je sais vérité, pas. c'est surtout qu'il aurait jamais dû y aller, en fait. Enfin, tu vois. Ah oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Enfin, oui, oui, non, mais oui. À y aller, tu y restes, quoi. Mais tu À la vois, limite, t'assumes, quoi. en fait, c'est la comparaison qui est toujours un peu facile quand on parle de joueurs calibre franchise player, mais quand tu te rappelles de Jimmy Butler qui, au moment de quitter Philadelphie, est courtisé par Kawhi Leonard pour aller monter une super team aux Clippers, et que finalement le mec il va faire son truc à Miami, et regarde à quel point son image s'est améliorée, regarde à quel point la Complètement. dimension que ce joueur a pris une ampleur folle dans la ligue depuis qu'il est à Miami, parce qu'il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel là-bas.
Et ben KD, tout ça, c'est un truc, il l'a jamais fait, il a jamais eu le courage de le faire, il a jamais eu cette volonté-là. Alors oui, bah peut-être que le joueur idéal, en fait, c'est la mentalité de Jimmy Butler dans le corps de Kevin Durant, mais en attendant, ouais, KD, on ne pourra. Moi, si quand il prendra sa retraite, j'aurai une frustration qui sera mais énorme, parce que en fait, moi, KD, j'en ai marre de le voir dans des super teams. J'aurais aimé qu'il aille dans une équipe où c'était le patron, où il était entouré par des joueurs de devoir, des cols bleus, Ouais. et où on pouvait voir jusqu'où ça allait, tu vois. Alors après, peut-être que ça n'aurait été nulle part, parce que peut-être qu'effectivement, il a pas cette mentalité-là, qu'il a pas cette capacité à transcender un groupe. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Pour l'avoir suivi toute sa carrière, je me suis fait une raison. Il y a un moment maintenant, et tu l'as dit tout à l'heure, cette série face aux Bucks quand il était à Brooklyn, elle était incroyable. C'était génial de vivre ça. Franchement, Ah, c'était extraordinaire. j'étais en transe en train de regarder chacun de ces matchs. J'étais là, Ah, mais et puis le dernier shoot là c'est où, complètement dingo ce qu'il est en train de nous faire. ouais. Mais c'est pas une campagne de playoff qui va au bout, ni même en finale. Non, et puis c'est pas Euh, assez pour c'est changer son image, quoi. c'est plein de frustrations, c'est des blessures, et puis là, et puis après ça vire au cauchemar. Je veux dire, c'est très peu. Il y a très peu à se mettre sous la dent. C'est là, c'est un des rares trucs positifs à se mettre sous la dent de son passage à Brooklyn quelque part. Donc, moi, je me suis fait une raison sur KD et j'apprécie aujourd'hui le joueur qu'il est sans avoir toutes ces attentes que j'ai pu avoir fut un temps. Moi, je voyais KD comme un gars de la trempe de Tim Duncan. Je le voyais vraiment dans cette ligne-là quand il était à OKC. Je voyais ce joueur comme ce gars qui va venir porter une équipe, un petit marché, voilà, qui va transcender ce club avec autour de ses valeurs, autour de son identité, autour de son talent. C'est pas du tout cette personne-là qu'il est, Kevin Non, Durant. Et encore une fois, je dis et je le répète, il a tout à fait le droit d'être comme il est. C'est très bien. Il est tout à fait suffisant, Kevin Durant. Moi, ça me suffit. J'apprécie largement le joueur qu'il est avec le talent qu'il a. bien sûr. C'est juste que quand je l'entends dire ça, je me dis qu'il se prend vraiment pour un autre Oui, c'est ça. et ça me fait suer pour lui, en fait. Ouais, il est pas lucide sur lui-même. Ouais, C'est ça, ouais. je suis Il d'accord avec manque toi. de recul et après, voilà, on peut toujours dire, ouais, mais Josh, t'es qui, toi? T'es personne. Ouais, je suis personne, clairement. Je suis là avec mon petit podcast à des fans de basket comme moi. On parle tous les deux. Voilà, Oui, mais au moins on fait notre petite tambouille dans notre coin, oui, mais au moins tu je ne me prends. t'étonnes pas de ton absence dans le débat du GOAT, tu vois. Oui, voilà, ouais. Je reste à ma place, quoi, et j'essaie d'en avoir conscience, tout du moins. Et ouais, voilà. Mais C'est un encore peu une fois, bizarre. joueur extraordinaire, hein, vraiment. Tout à fait. KD fait partie de ces joueurs où quand il prendra sa retraite, je serai frustré, mais je m'estimerai incroyablement chanceux d'avoir pu suivre l'intégralité de la carrière de ce mec-là, parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais il y a personne surtout qui parle de lui dans la conversation du GOAT. Je sais pas où est-ce qu'il allait chercher ça. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a provoqué ça chez lui. C'est une Cette bonne question. volonté de sortir ce truc-là. Parce il sortait un game, je sais pas. Mais non, mais c'est Kevin Durant, si ça se trouve, il a juste lu un tweet la Je sais veille pas. d'un mec, tu vois, d'un mec tout Est-ce qu'il seul était pas dans en une train de faire chambre. est-ce qu'il était pas en train de troller Kevin Durant? Ça se trouve, hein. Ça Oh, se je trouve, sais pas. on Non, tombe je dans pense ce que c'est piège. quelque chose qui lui tient à cœur, hein, sa place dans Ouais. l'histoire. La legacy, c'est quelque chose qui est très très important pour les joueurs NBA, En tout cas, ouais, ça m'a fait bizarre. mais il y a un vrai manque de lucidité, ouais, en tout cas. Ouais. Merci Charlie d'avoir été présent pour cette deuxième partie. Eh ben écoute, merci à toi. C'était un plaisir comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, La semaine prochaine où on se rapproche dangereusement de la fin de la date limite des transferts. tout à fait. Donc voilà, on aura sûrement encore plein de choses à dire cette fois-là. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Voilà, le podcast va sortir tard parce qu'on enregistre tout ça très tard. Donc voilà. Très bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.